L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Liège. La cité ardente ce soir n'a jamais aussi bien porté son nom. Non loin des cathédrales de feu, ces hauts fourneaux qui semblent contempler la scène avec curiosité, c'est tout un peuple qui accueille ces héros. Le stade Maurice Dufresne, Sclessin, est en ébullition. Ils sont des dizaines de milliers dans les travées à chanter et à brandir d'innombrables drapeaux. Dans 4 jours, le Standard se déplace au Camp Nou pour y affronter en finale de Coupe des Coupes le grand FC Barcelone. Mais avant cela, il lui reste une étape décisive à franchir. Ce soir, le club peut devenir champion de Belgique. Un sésame qu'il attend depuis 1971. Il y a dans les tribunes 2 ombres qui se faufilent. Thierry Luters est un jeune journaliste sportif, correspondant pour la dernière heure. Il est accompagné d'une figure liégeoise, le professionnel de presse, Raymond Aretz. Les 2 hommes, au milieu de l'inénarrable ambiance, observent l'enceinte sportive en fusion. Impossible pour eux de manquer le dénouement d'une saison qui a tenu en haleine tout le pays. Le Standard peut se contenter d'un petit point ce soir pour devenir champion. Mais attention, un faux pas et le grand rival du Sporting Anderlecht pourrait bien rafler la mise. C'est sur le terrain donc que tout va se jouer ce soir. À moins que sans le savoir, le spectre d'un terrible scandale ne se cache là, dans les tribunes et les couloirs de Sclessin. Nous sommes le 8 mai 1982. Il est très peu de temps avant 20h et c'est l'heure H de mon histoire. Un journaliste sur place prenait la température. Comment sont les supporters avant le match? Fort excité, on parle beaucoup de résultats, à venir ou pas. Alors, à la sortie, bien entendu, c'est la grosse ambiance. Un autre journaliste, Aretz, est le roi des infos. Il en donne une à Luters, alors que le coup d'envoi est sur le point d'être donné. Tu vois ce petit gars de l'équipe d'en face? Figure-toi qu'il vient de signer à Liège. L'année prochaine, il joue en rouge. L'équipe d'en face, c'est celle de Waterskei, un club limbourgeois, ami du Standard. Les 2 capitaines des équipes, Eric Gerets pour les Rouges et Roland Janssen pour les gars du Limbourg, sont voisins. Ils sont aussi les meilleurs amis du monde. Mieux, il y a même 2 membres d'une fratrie, les Plesser, qui sont présents de part et d'autre de la pelouse. En somme, le Standard est sur une voie royale pour enfin ramener à la maison le trophée tant convoité de champion. Les Standardmen ont conjuré le mauvais sort en 1981 en raflant la Coupe de Belgique et la Supercoupe. Mais il faut bien se le dire, la compète qui s'achève ce soir à domicile n'a clairement pas la même saveur, ni le même prestige. Thierry Luters, bien placé dans la tribune de presse, contemple les acteurs du combat à venir. Il termine le réchauffement. Sur le banc de touche liégeois, Raymond Goethals, Raymond la science comme on l'appelle, semble particulièrement nerveux. Et on peut le comprendre. Malgré des années fastes, passées chez l'ennemi du Sporting d'Anderlecht, il n'a jamais été champion. Une tâche dans sa carrière qu'il espère bien effacer ce soir. Les chants résonnent partout et l'enceinte, pleine à craquer, est impressionnante. Le coup de sifflet de l'arbitre lance les hostilités. 90 minutes avant le 7e titre. 90 minutes pour la gloire. Dans leur maillot blanc bardé de lignes fines, transversales rouges, les joueurs du Standard déploient leur jeu avec une facilité déconcertante. Dans les cages, sautant d'un pied sur l'autre, Michel Prudhomme est prêt à étaler toute sa classe.
Le gamin Dougré est l'une de ses fiertés de la région. Il est chez lui ici, sur la pelouse de l'Antre-Rouge. Faut bien dire que partout sur le terrain, le Standard a fière allure. Quelle équipe, murmure Luthers à son mentor dès les premières minutes de jeu. Des internationaux, des stars mondiales. C'est bien simple. Le club a été capable de se hisser pour la première fois de son histoire en finale de Coupe d'Europe. C'est pas rien tout de même, quand on s'apprête à affronter le grand FC Barcelone d'ici quelques jours. Raymond Hartz, lui, sourit. Il contemple la fougue de la jeunesse de Luthers et, comme un sage, tente de la mesurer. Ils sont exceptionnels cette année, c'est vrai. Mais leur problème, Thierry, c'est la profondeur de leur banc. Si un ou deux joueurs se pètent ce soir, je donne pas cher de leur peau dans 4 jours en Espagne. Il a raison, le journaliste. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Guéretz, Wendt, Tahamata, tous vont devoir faire attention à ne pas se faire découper au crépuscule d'une saison qui s'annonce d'anthologie. Luthers acquiesce. Il n'en pense pas moins. Le risque est faible de voir une opposition vive ce soir. Waterskei est déjà en roue libre, assuré de terminer en milieu de tableau et de ne pas connaître l'angoisse de la relégation. Quel enjeu pour eux d'aller gagner à Sclessin et de montrer une grosse agressivité. Favoriser le Sporting d'Anderlecht? Certainement pas. D'ailleurs, les minutes s'étiolent au chronomètre et déjà, un constat clair s'impose. Les Rouges ont le pied sur le ballon. Ils ne veulent pas laisser passer leur chance. Sur son banc de touche, Raymond Lascience s'égosille. Comme s'il cherchait à couvrir les clameurs des dizaines de milliers de fans réunis dans les travées. Il faut marquer, et vite. En jaune et noir, l'équipe du Limbourg semble prendre l'eau. Ils ne vont pas tarder à être punis. Sur une superbe remise de la tête d'un coéquipier, Van der Smissen s'arrache pour mettre la balle au fond. 1-0. Sclessin exulte. Mais les joueurs du Standard ne veulent pas en rester là. Ils poussent encore, se procurent de grosses occasions, avant de voir 2 de ces stars sortir du bois. Le long de la ligne de touche, Tahamata sert parfaitement Wendt, le meilleur buteur de l'équipe. Le Suédois reprend première intention et ne laisse aucune chance au gardien adverse. Et ça fait déjà 2-0. Le stade le comprend. Cette fois, ça sent bon. Dardenne, la nouvelle coqueluche du club, lui qui a qualifié le Standard en finale de Coupe d'Europe, parachève le succès d'une tête plongeante. Waterskei tente bien de reprendre la main, mais ne parvient qu'à inscrire un goal en fin de match. Résultat 3-1. Le stade explose. 21h45, le Standard l'emporte 3-1. Il est champion de Belgique. C'est l'envahissement de la pelouse, la police est débordée. La cohue est telle qu'un seul joueur pourra accomplir un tour d'honneur, le capitaine Eric Guéretz. Le coach Raymond Goethals et ses gars vivent une des plus belles pages de leur carrière sportive. La joie chez eux est pourtant mesurée. Leurs esprits se braquent immédiatement du côté de l'ogre barcelonais. Les Espagnols les attendent déjà de pied ferme. À moins qu'autre chose ne vienne ternir un peu la fête. Dans la tribune de presse, Luthers et les autres ne remarquent rien. C'est parce qu'ils viennent d'assister à un véritable numéro d'illusionniste. Que s'est-il passé ce 8 mai 1982 sur la pelouse de Sclessin qui sortent de l'ordinaire? Le Standard de Liège, qui vient de remporter son 7e titre sur la scène nationale, est-il simplement concentré sur sa finale de Coupe d'Europe? Rien n'est moins sûr. Notre histoire du jour, elle, est une tache noire.
indélébile dans le palmarès de l'un des plus grands clubs du royaume. 1983. La Dream Team du Standard n'a pas faibli. La saison dernière, pourtant, s'est terminée dans les larmes. Malgré le titre de champion, obtenu à Sclessin, la Coupe des Coupes a échappé aux troupes de Guéretz. Le Barça, bien aidé par l'arbitre central, diront certains après le match, l'emporte 2-1. Ah, c'est rageant. Mais pas de quoi battre le capitaine des Rouges. Il est à lui tout seul un symbole, celui de la réussite d'une équipe qui ne cesse d'impressionner. La saison de la confirmation n'a pas manqué de tenir toutes ses promesses. Bilan, 2 nouveaux titres avec une super coupe et un autre titre de champion dans la besace. Mieux, Guéretz a passé un cap personnel. Le barbu est entré dans une nouvelle dimension. Le voilà propulsé capitaine de l'équipe des Diables Rouges et plus encore, soulier d'or. Avec beaucoup de modestie, il dira. J'ai peut-être dû travailler beaucoup plus que des gens qui ont plus de talent, comme Ludovic par exemple, qui a certainement plus de talent que moi, mais grâce à mon travail, je suis devenu ce que je suis maintenant. Et cette année, certainement, j'ai peut-être fait encore plus que les autres années pour devenir le meilleur joueur belge. Et je suis réussi, je suis très content. Bref, la grande classe. Sportivement, tout va pour le mieux. Le coach a été conforté dans son poste et l'ossature de l'équipe est reconduite depuis plusieurs saisons. Il faut dire ce qui est. Guéretz et ses gars peuvent regarder à peu près n'importe quelle équipe dans les yeux, et ce, sur tout le continent. Oui, mais voilà. Il y a bien quelque chose qui, au fond de lui-même, turlupine l'inimitable capitaine. Cette épée de Damoclès, c'est la fin de la saison 82. Mais pourquoi ? Le beau récit qu'on a vendu aux supporters des Rouges et aux amateurs de ballon rond du royaume ne semble pas si immaculé qu'il n'y paraît. La saison de la confirmation pour lui est aussi la dernière au Standard. Le capitaine quitte le navire, direction le Milan AC en Italie. Sa carrière est sur une pente ascendante et le brassard d'un des plus grands clubs du monde lui tend les bras. Pourtant, Guéretz, comme une bonne partie de ses anciens coéquipiers et des instances dirigeantes du Standard, ne va pas tarder à se retrouver au cœur d'un incontrôlable tourbillon. En cause, le travail d'un magistrat chargé d'enquêter sur le monde du foot. Il s'agit du juge Guido Bellemans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va provoquer un véritable choc dans tout le pays. À partir d'octobre 1983, Bellemans est mandaté afin de mener une enquête sur les comptabilités des clubs pro en Belgique. Les scandales dans le monde du ballon rond sont alors légion. Au tout début des années 80, le Totonero en Italie provoque d'énormes remous. L'affaire de paris illégaux et de trucage de matchs fait beaucoup de bruit sur tout le continent. 2 géants, le Milan AC et la Lazio, sont même rétrogradés en 2e division après l'éclatement du scandale. Les joueurs ne sont pas en reste. Paolo Rossi, futur ballon d'or, est condamné à 2 ans de suspension après la mise en lumière de l'affaire. Toutes ces magouilles footballistiques, à vrai dire, ne sont pas nouvelles. Dès les 60s, de nombreux cas sont pointés du doigt, en Belgique comme ailleurs. En 1963, Waterskei est accusé d'avoir soudoyé un de ses anciens joueurs dans un match décisif pour sa montée en D1. Reconnu coupable, le club est rétrogradé en D3. En 1976, c'est l'affaire Jurion qui fait beaucoup de bruit au royaume. En 1981, c'est le club légendaire du Berscott AC qui est pointé du doigt par un adversaire de D1. Tentative de corruption. Relégué, l'ancien mastodonte s'enfonce dans la crise. Autant dire que le récent succès du football national sur la scène européenne attire l'attention. Le Sporting d'Anderlecht et le Standard de Liège, au début des années 80, se tirent à bourre. Si sur le plan national,
les coéquipiers de Gerets semblent plus solides. En Europe, les Mauves en imposent. Dans le cadre de ses 10 ans d'existence, la Royal Belgium Football Association cherche à faire un état des lieux autour de la situation des clubs du pays. C'est ainsi que Guido Belmans, mandaté par l'administration fiscale, se lance dans une enquête sur le championnat national. Il n'en est pas à son coup d'essai. C'est déjà lui, entre autres choses, qui mit la main sur le scandale de l'affaire Jurion quelques années plus tôt. Ce qui est clair, dans le cas présent, c'est que le magistrat ne sait pas encore dans quoi il est tombé. En fouillant dans la plupart des services de compta, Belmans découvre des caisses noires. Autrement dit, de l'argent, parfois des sommes énormes, dissimulées au fisc. La pratique, qui semble dingue, est presque générale. La magouille d'un ancien temps, héritée de systèmes en place bien avant la fondation de la Royal Belgium Football Association, est presque institutionnelle. Mais le scandale déjà salé n'est que le préambule d'une affaire bien plus explosive. Et la bombe, elle, explose un peu par hasard. Le 22 février 1984, les équipes du juge se chargent d'éplucher les documents financiers du Standard de Liège. En parcourant les liasses et les liasses de pièces comptables, Guido Belmans tombe sur un petit carnet qui ne paye pas de mine. Il appartient à Roger Petit, secrétaire général du club. Lorsqu'il le passe en revue, le juge tombe de sa chaise. Les Rouges, d'après les éléments dont il dispose, ont acheté le dernier match de la saison 1981-1982 dans la course à leur 7e titre. C'est une mention manuscrite, toute simple, qui met le feu aux poudres. Goethals Genk, 500 000 francs, 150 000 francs. Une somme d'argent venant des caisses du Standard mis à disposition du coach afin de truquer une partie décisive? Ça ne semble pas sérieux. Et pourtant, 28 février 1984, le magistrat convoque l'ancien capitaine des Rouges, Éric Gerets, le coach Raymond Goethals, le secrétaire général et propriétaire du petit carnet incriminant le club, Roger Petit. En outre, un joueur de l'équipe de Waterskei est lui aussi interrogé par le juge d'instruction. Il ne faut pas des jours pour que la magouille, jusqu'alors dissimulée, ne soit mise au jour. Et c'est bien simple. Toutes les parties interrogées, des joueurs aux responsables de l'institution, avouent les faits lors de leur interrogatoire. Comme Gerets, dans cette interview presque émouvante. Je suis mêlé dans des trucs assez désagréables. J'ai 29 ans. C'est ma faute parce que je ne devais pas être mêlé dans des trucs comme ça. Enfin, il y a des circonstances. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire comment les choses se sont produites. Oui, le dernier match de la saison 82, décisif pour le titre, a été le théâtre d'une tricherie. Oui, une partie des joueurs de l'équipe est mêlée à l'affaire. Et oui, Éric Gerets, plus que ses camarades, est mouillé jusqu'au cou. Mais le capitaine des Diables, n'est-il qu'un intermédiaire? Est-il plutôt le cerveau de l'opération? Le coach Goethals et sa direction sont-ils des marionnettes ou des acteurs majeurs du scandale? À ce stade, difficile de le dire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que tout le football belge, aux yeux de l'opinion nationale, mais plus encore européenne, va se discréditer totalement. Gerets est le symbole des Diables Rouges à l'étranger. Son statut au Milan AC, indéboulonnable, arrière titulaire et rapidement capitaine du club, lui donne des responsabilités. La presse nationale, de son côté, se jette sur le dossier avec l'envie d'en découdre. L'une des plus grandes équipes du pays ne devrait son irrésistible ascension qu'à une affaire de triche. Le dossier est brûlant. Cela, vous pouvez me croire, n'est pas prêt de changer. En première ligne, l'ancien capitaine des Rouges est sommé de s'expliquer. Et au milieu de la cohorte des coupables, il est le seul à prendre la parole, n'hésitant pas au passage
a jeté un nouveau pavé dans la mare. Nous sommes à Halle, quelques jours après les révélations choc au sujet du scandale du Standard. La Belgique est encore abasourdie. Sous le choc, les différentes auditions ont permis de mettre au jour une innommable corruption qui a décidé de l'issue du championnat 82. Mais face à la vindicte populaire, les mises en cause se dérobent. Il n'y en a qu'un qui se décide à assumer son rôle dans la mascarade devant les journalistes. Éric Gerets, à la mine des mauvais jours. Il avance tête baissée, au devant des caméras et des micros. Le joueur du Milan prend son courage à deux mains. Ce matin, il veut s'expliquer, et plus encore, rétablir sa vérité. J'ai commis des fautes que je ne pouvais pas commettre. J'ai commis des fautes, donc je suis coupable de certaines choses. Seulement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler pour moi, qui peuvent dire comme les choses se sont précisées. Donc tous les joueurs, je crois qu'il faut être assez honnête, de raconter comme les choses se sont produites. Dans l'assistance des professionnels de la presse, c'est la stupeur. Le capitaine réitère les propos qu'il a tenus devant le juge d'instruction, à savoir que plusieurs cadres de l'équipe sont des parties prenantes de l'affaire. Mais c'est pas tout. Lorsqu'un des représentants lui fait remarquer qu'on lui reproche d'avoir servi d'intermédiaire entre les deux clubs afin de graisser la patte à l'adversaire, la formule du footballeur laisse planer un doute. Insidieux, lourd de sens. Mon rôle d'intermédiaire ? Ouais. C'est ce qu'on me met dans les souliers. Une bien drôle de phrase, sur laquelle la presse n'hésite pas à appuyer. On confronte le sportif. S'il dit ça, c'est qu'il n'est pas le corrupteur, que d'autres, plus puissants, ont tiré les ficelles à sa place. Laconiquement, Gerets ne se dérobe pas, bien au contraire. Il faut voir comment les choses ont commencé. Cela a commencé depuis un petit bout de temps déjà. Une influence ? C'est le moins qu'on puisse dire. Le sportif coupe court à l'interview. La bombe qu'il vient de jeter provoque immédiatement énormément de remous. Effondré, le footeux, lui, perd tout. En quelques jours, on le déboulonne de son statut d'idole. Pour autant, il faut saluer cette prise de parole courageuse. Cette volonté d'assumer ses actes l'est tout autant. C'est clair, Gerets a jeté un pavé dans la mare et l'opinion, elle, attend dorénavant des réponses claires. Si le barbu n'est pas le seul aux manettes, s'il n'a été qu'un intermédiaire mis sous pression, alors qui est le grand Manitou, l'instigateur de la corruption ? Le secrétaire général du club, Roger Petit ? Les autres joueurs ? Ou pire encore, le coach du Standard, le fameux Raymond Lascience. Ce que l'enquête va découvrir, à bien des égards, va contribuer à faire de cette affaire l'un des plus gros scandales nationaux des années 80. La tension, rapidement, est de plus en plus vive. À Sclessin, on crie au complot. Le juge est vilipendé par de nombreux supporters. De la corruption ? Foutaise, c'est un coup des Mauves ou des autres clubs flamands. Qu'importe leur colère, les choses vont très vite. Bientôt, on apprend que la liste des joueurs impliqués par le scandale est longue comme le bras. Michel Bredhomme, Jos Dardenne, Walter Meus, Théo Poul, Simon Tahamata, Gérard Plesser,
et Guy van der Spissen. Tous ont accepté de verser leur prime de match, un montant de 30 000 francs belges par tête, afin de contribuer à corrompre l'équipe adverse. Parmi ces co-accusés, certaines des plus grandes stars du moment au Standard. La direction les pousse à avouer. Les têtes pensantes imaginent que les sanctions seront moindres si les joueurs annoncent avoir contribué à la magouille. L'objectif annoncé: convaincre avec le portefeuille l'adversaire de ne pas trop mettre d'intensité dans les duels, afin évidemment de se préserver pour la finale de Coupe d'Europe 4 jours plus tard. Les 420 000 francs belges, en somme, ont été donnés en guise de remerciement. Pour la justice, cette belle histoire aux allures de conte de fées ne tient pas. La presse, qui s'est jusqu'alors concentrée sur Guéretz, affiche sans ménagement les autres corrupteurs du football belge. Ils sont partout, dans tout le pays. Tout le monde en parle et l'équilibre du Standard se trouve menacé. Le club tremble, c'est une évidence. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. L'enquête du juge Guido Belmans est particulièrement efficace. Il ne tarde pas à découvrir celui qui tire les ficelles de toute l'affaire. Lorsque le couperet tombe, cela a l'effet d'une bombe. Celui qui a orchestré la corruption de l'adversaire n'est autre que le coach de l'équipe, Raymond Goethals. Ils sont nombreux lorsque l'info est relayée par la presse à ne pas le croire. Et pourtant, cette affaire n'est en rien celle d'une simple enveloppe donnée à l'adversaire pour assurer sa mollesse sur le terrain. En réalité, l'entraîneur préparait son coup depuis des semaines avant le match décisif, comme l'a laissé entendre Eric Guéretz lors de sa prise de parole. Pour le comprendre, il nous faut remonter au moment charnière du championnat belge 1982. Goethals est au coude à coude avec son ancien club, le Sporting d'Anderlecht, pour obtenir le titre national. 2 points seulement séparent les deux équipes de tête, et le coach, c'est un euphémisme, commence à devenir parano. Selon un joueur de l'époque, l'entraîneur annonce au cadre de l'équipe, quelque temps avant l'ultime partie décisive, qu'il faut préparer la valise. Mais pourquoi envisager de soudoyer un adversaire sur le papier bien plus faible que le Standard? Dans son accès de méfiance, Raymond Goethals s'est persuadé d'une chose. Si les Rouges ne payent pas les joueurs de Waterschei, alors c'est le Sporting d'Anderlecht qui prendra les devants. Avant de coacher les Rouges, Goethals est resté 2 ans chez les Mauves, sans pouvoir autant remporter le Graal. Impossible donc pour lui de connaître l'ultime humiliation de voir son ancien club le coiffer au poteau. Il en est persuadé. Pour les nuire, la direction du Sporting est prête à tout, même à payer ses adversaires directs. Vrai ou pas, le coach du Standard décide de prendre les devants et de coller la pression sur les épaules de son capitaine, Eric Guéretz. Pourquoi? Parce que le barbu a des liens très étroits avec certains joueurs de Waterschei. Lorsque les 2 hommes échangent pour la première fois à ce sujet, l'arrière est catégorique. Aucune raison de tenter quoi que ce soit. Après tout, les mecs du Limbourg aiment bien ceux du Standard et plus encore. Ils n'ont plus rien à jouer. Au pire, ce sera nul et le petit point obtenu suffira aux Rouges pour être sacré champion. Mais le coach ne l'entend pas de cette oreille. Goethals insiste. Sous-entend que les cadres qui ne soutiennent pas son idée vont se retrouver sur le banc pour les 2 derniers matchs décisifs de la saison. Alors, les joueurs plient et acceptent de verser chacun les 30 000 francs belges de leur prime de match. Il n'y a que Harry Hahn qui refuse d'entrer dans la combine. À ce stade, Eric Guéretz ne peut plus reculer. Il contacte son voisin et ami, le capitaine de Waterschei, Roland Janssen. Les 2 hommes s'arrangent et le Limbourgeois accepte le pot de vin de 420 000 francs tendu par son homologue liégeois. Oh, la suite, on la connaît. Le Standard remporte le match l'air de rien, rafle son 7e titre et s'enfonce dans le mensonge. L'enquête du juge d'instruction, elle,
n'est que la première étape d'une lente descente aux enfers pour tous les acteurs du dossier. La Royal Belgian Football Association, au mois d'avril 1984, statue sur le sort des dirigeants et des joueurs liégeois impliqués. Vous pouvez me croire, les sanctions qui tombent vont chambouler bien des destins. Le plus gros perdant du scandale déjà est connu, c'est le Standard de Liège. Il ne sera pas le seul. Dans quelques mois, la Belgique va jouer l'Euro en France. Et si les diables devaient entamer la compétition sans les joueurs du Standard impliqués? Personne ne peut décemment l'imaginer. Et pourtant, la fédération, elle, va être sans pitié. « 2 avril 1984. La Royal Belgian Football Association, dans un climat délétère, annonce les sanctions prises contre le Standard. Le club ne perd pas son titre, n'est pas condamné, le tout grâce à la prescription. C'est bien la seule bonne nouvelle. Le secrétaire général, Roger Petit, perd toute possibilité de travailler dans le monde du foot. Le coach Goethals, lui aussi, est radié. Les 8 joueurs impliqués, de leur côté, reçoivent des peines diverses. Tous, sauf Geretz, prennent 1 an de suspension. Le capitaine et intermédiaire dans l'affaire prend 3 ans de suspension. Une éternité pour un footballeur professionnel. Un jugement que l'avocat conseil du Standard qualifiera de sévère. Une décision très sévère, mais j'ai suffisamment l'habitude d'entendre des jugements pour pouvoir vous dire maintenant que le commentaire n'est pas de mise. Je ne peux pas critiquer un jugement alors qu'il vient d'être rendu à chaud. On est dans l'émotion du moment. Il n'y a que Ariane qui parvient à convaincre la fédération. Il est acquitté. Le ciel, assurément, tombe sur la tête du football belge. Il faut bien comprendre que les joueurs concernés par l'affaire, pour beaucoup d'entre eux, sont les plus grosses stars du championnat. Le club, qui s'attendait à passer entre les gouttes, est estomaqué. Il se pourvoit en appel face aux décisions prises, avec le mince espoir de se tirer d'affaire. La démarche est rapidement menée. À sa suite, les peines sont allégées pour les joueurs. Jos Dardenne, Walter Meus, Théo Poul, Simon Tahamata, Michel Prudhomme, Gérard Plesser et Guy van der Spissen voient leurs sanctions ramenées à une suspension de 6 mois. Eric Geretz, lui, prend 2 ans au lieu des 3 années prévues initialement. L'entraîneur de l'équipe, de son côté, voit sa peine inchangée et prend la poudre d'escampette au Portugal. Sa carrière va pouvoir continuer. Le secrétaire général du club, Roger Petit, est radié définitivement. Un long chemin de croix débute alors pour l'un des plus grands clubs du pays. Il mettra plus de 20 ans à se remettre. Les sanctions qui tombent sont lourdes, très lourdes même. D'un point de vue sportif, le Standard se voit privé de la plupart de ses forces vives. Dans son malheur, il profite de la prescription pour ne pas être déchu de son titre de champion, ou pire, être sanctionné d'une peine de rétrogradation. Son équipe diminuée se prend les pieds dans le tapis en finale de la Coupe de Belgique. Le sésame lui passe sous le nez. Son avenir à plus long terme, c'est très clair, semble compromis. Pointé du doigt par l'ensemble des acteurs du foot belge, les Rouges rentrent dans le rang d'un point de vue sportif. Et ils font aussi face à de plus grandes difficultés économiques. Le cercle vicieux qui s'installe, c'est certain, ne va pas amener les jours heureux. Pour les Diables Rouges, la peine est aussi lourde à porter. L'équipe nationale se retrouve à devoir jouer l'Euro 84 sans ses stars. Vice-championne d'Europe en titre, l'équipe ne peut pas faire de miracle et se retrouve éliminée au premier tour. La donne aurait-elle été différente avec Geretz, Prudhomme ou Jos Dardenne ou Manette? Certainement. Et puis, il y a les victimes collatérales, dont personne ne parle. La plupart des joueurs suspendus vont retrouver, malgré la honte qui entache leur parcours, le chemin vers le succès.
Leurs carrières respectives ne subissent pas de coups d'arrêt supplémentaires, mais tous n'ont pas cette chance. Ainsi, le capitaine de Waterschei, Roland Janssen, voit sa carrière s'effondrer. Son nom, trop associé à l'affaire, l'a certainement condamné. Et puis, impossible pour les différents acteurs du scandale de ne pas avancer avec une pointe d'amertume au fond de la bouche. En cause, certains comportements face à l'affaire, notamment celui du coach Goethals. Contrairement à Geretz, qui subit les foudres de la fédération, l'entraîneur laisse l'impression de ne pas avoir payé assez sa faute. Il est pourtant le moteur du scandale, son principal responsable. Sa suspension de 2 ans, pourtant, ne va pas l'empêcher de rebondir. Après l'épisode du scandale, Goethals va même connaître une carrière absolument fantastique. Une pige au Portugal avant un retour au pays, où il redevient même l'entraîneur des Mauves pendant 2 ans, à la fin des années 80. Il n'y gagne pas de titre, mais poursuit son parcours en France. D'abord avec les Girondins de Bordeaux, puis à l'OM. Sur la Canebière, il est finaliste de la Ligue des Champions en 1991. Mais c'est pas tout. 2 ans plus tard, il gagne la Coupe aux grandes oreilles, devenant l'un des plus grands coachs continentaux. Il remporte avec son équipe, dans le même temps, 2 fois le championnat de France. À ce propos, ne nous privons pas d'entendre le truculent Raymond Goethals. Raymond, ce que vous allez faire maintenant, c'est fini. Donc, vous êtes décidé, là. Vous n'allez plus parce que vous êtes déjà revenu quelques fois. Non, parce que d'ailleurs, il y a déjà 1 mois ou 2, Bernard Tapie m'avait déjà demandé de faire encore 1 an. Non, j'ai dit que je terminais. Pour moi, être déjà en finale de la Coupe des Champions était déjà une très belle fin. Maintenant, si je la gagne, c'est l'apothéose. On ne peut pas aller plus loin. Alors, il vaut toujours mieux partir quand on vous demande de rester que faire l'année de trop. Et qu'est-ce que vous allez faire alors, Raymond? Ça, vous verrez bien. Ouais, mais vous allez venir en Belgique, Raymond, revenir chez nous? Oui, pas directement, je reste à Beau-Soleil un peu. Il y a un autre homme de cette affaire qui rebondit avec panache dans la suite de sa carrière, Eric Geretz. C'est aux Pays-Bas, surtout au PSV Eindhoven, que le barbu à la tignasse unique en son genre retrouve la joie des terrains. Il va même renouer avec les Diables, avec qui il arrête sa carrière internationale en 1991. Les Rouges, eux, s'enfoncent dans la crise. Ces groupes de supporters se radicalisent. Les hooligans de Liège, entre la fin des années 80 et le début des années 90, sont considérés comme les plus violents du royaume. Le monde du football, qu'il soit national ou européen, ne tourne pas la page des affaires en tout genre. Les Mauves, les grands rivaux des Rouges, ne vont pas échapper au poids du scandale, notamment au milieu des années 90. Des preuves vieilles de 13 ans permettent d'admettre que l'arbitre d'un match opposant le Sporting au club de Nottingham a été corrompu. Comme pour le Standard, la prescription empêche toute sanction directe contre le club, mais tout de même. Aujourd'hui, le Standard de Liège est de nouveau dans une période creuse. 2 nouvelles Coupes de Belgique remportées en 2016 et 2018 ne doivent pas éluder les grandes difficultés traversées par les Rouges. Victime de nombreux changements de propriétaires au fil des ans, en grande difficulté économique, l'équipe se base sur un vivier de jeunes importants et qualificatifs pour relever la tête. L'Union Saint-Gilloise, revenue d'entre les morts, le club de Bruges, beaucoup d'équipes se sont affirmées au fil des ans au sein de notre Pro League. Mais le sport, à la manière de l'histoire, est un cercle immuable. Elle se répète sans cesse. L'Union est le plus parfait exemple. Reste à savoir quand, enfin, le Standard de Liège retrouvera les plus hauts sommets, tout en laissant derrière lui définitivement les ombres de ces scandales honteux et marquants, aujourd'hui vieux de plus de 40 ans. Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.